Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Alors derrière l'homme, j'allais dire, à l'origine de l'homme que vous êtes devenu, Boris Cyrulnik, il y a le petit Boris, le petit enfant juif, le survivant de la Shoah, caché par des justes, dont vous avez raconté le cheminement, notamment dans Sauve-toi, la vie t'appelle, ce livre que vous avez publié en 2012 chez Odile Jacob. Alors pourquoi 10 ans après, Boris Cyrulnik, Le laboureur et les mangeurs de vent, ce livre sur la liberté intérieure, la façon dont on peut réussir à penser par soi-même et la soumission à l'autorité? Pourquoi? Parce que une enfance comme la mienne a thématisé toute ma vie. Toute ma vie, je me suis posé cette question: pourquoi des hommes ont-ils été capables de faire ça sans aucune culpabilité? Pourquoi des hommes pas plus bêtes que moi, certains même étaient cultivés, ont pu commettre des crimes en souriant? Et quand on m'expliquait que Hitler était syphilitique ou paranoïaque, ça me paraissait pas du tout convaincant. Dès l'âge de 7 ans? Mais bien sûr. Dès l'âge de 7 ans, quand vous étiez dans cette synagogue et quand vous vous êtes sauvé, vous avez échappé à la Shoah? Alors, après la guerre, quand j'ai réussi à m'évader de la synagogue de Bordeaux, j'ai été pourchassé pendant plusieurs mois, puisque la préfecture envoyait des lettres aux maires des villages pour me dénoncer, pour que je rejoigne ma mère. Mais il n'était pas dit que ma mère était à Auschwitz. Mais c'était sur le plan officiel, il fallait que je rejoigne ma mère. Mais après la libération, les explications étaient abondantes, et on expliquait la tragédie mondiale, nazie, juive, mais mondiale. On l'a expliqué en disant Hitler était paranoïaque, mais non, pas du tout, il avait une syphilis cérébrale. Et à l'âge de 7 ans, je me disais, mais ça n'explique pas. La maladie d'un homme, physique ou mental, ne peut pas expliquer un énorme phénomène mondial. Et on va en reparler d'ailleurs, parce que ça nous lie, ça va nous faire parler de l'actualité de l'Ukraine. Alors on vous décrit, Boris Cyrulnik, comme étant le pape de la résilience. D'abord, puisqu'on en parle beaucoup, on met la résilience à toutes les sauces depuis quelques années, depuis que vous avez lancé et vous avez travaillé autour de cette notion. Donc c'est quoi être résilient, et en quoi la résilience permet d'affronter les crises qui se succèdent, la crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine? Alors vous dites qu'on met la résilience à toutes les sauces, ce qui est vrai, et ce qui est la règle après tout concept scientifique qui rentre dans la culture. On met l'ADN à toutes les sauces. Et on voit oui, mais des fois, on met la résilience à toutes les sauces sans savoir exactement de quoi il s'agit. Et vous croyez que les assureurs qui disent on assure jour et nuit, c'est dans notre ADN, vous croyez qu'ils connaissent la formule chimique de l'acide désoxyribonucléique? Non, ils la connaissent pas. Mais ça fait rien. Et le mot idiot, imbécile, qui vous arrive sûrement d'employer comme à moi, c'était un concept scientifique à l'origine, c'était l'échelle de Binet et Simon. Donc c'est la règle. Mais en revanche, la plupart des gens qui veulent se renseigner pour des raisons sociales ou personnelles, ils connaissent la définition qui est bébête, tellement elle est simple. Allez-y. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus logique. Alors justement, Jean Castex a lancé un plan qu'il appelle plan de résilience économique, donc face à la guerre en Ukraine. C'est le terme qui convient, Boris Cyrulnik? Mais bien sûr. Oui. Parce qu'il propose donc la reprise d'une nouvelle société. Après la catastrophe qui vient de nous arriver, la cascade de catastrophes, parce qu'il y a eu le virus et maintenant il y a l'Ukraine. Et l'Ukraine, on est tous perdants. Le virus, crise sanitaire, vous dites? Non, catastrophe sanitaire. Catastrophe sanitaire. Et pourquoi catastrophe sanitaire? Parce que la crise, c'est un mot qui vient de la médecine, crise d'épilepsie. Il parle, il perd conscience, il se relève et il finit sa phrase. Il repart comme si de rien n'était. Alors que et dans une catastrophe, il y a strophine, c'est-à-dire virage. On va repartir, mais pas comme avant. Et certains parmi nous veulent repartir comme avant, et dans ce cas-là, chaque fois que ça s'est fait, on aura un nouveau virus dans 2 ans, une nouvelle épidémie. Des virus, il y en a des millions autour de nous, mais il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a d'épidémie de virus que s'il y a une civilisation. Donc si on remet en place les conditions qui ont créé l'épidémie, et ben dans 2 ans, il y aura une nouvelle épidémie. C'est comme ça qu'il y avait les siècles des pestes. Il y a aussi un autre danger, c'est de voter pour un sauveur. Quand on est en catastrophe, arrive un sauveur qui est un escroc. Qui est un dictateur, souvent.
Et on va en reparler. Et alors, vous avez souvent dit aussi avoir reçu l'empreinte de la guerre, Boris Cyrulnik. Est-ce juste de dire que ce qui se passe en Ukraine réveille en vous les blessures de votre enfance, la trace de ce passé d'enfants cachés, d'enfants victimes de la Shoah, qui a emporté donc une partie de votre famille, une grande partie, d'origine d'ailleurs ukrainienne, dont votre père et votre mère. Est-ce que ça réveille des blessures en vous? Mais ça, je m'y attendais pas. J'étais convaincu que l'expérience servira à quelque chose et qu'après avoir connu la Seconde Guerre mondiale, j'étais convaincu que jamais plus on entendrait les problèmes de bombardement, de couvre-feu, d'exil, de réfugiés. Je me disais, c'est fini l'expérience. Eh ben non, l'expérience sert à rien. Et on voit rien. Et on l'a vu déjà à plusieurs reprises depuis la guerre. Oui, mais c'était les Ukrainiens sont en première ligne, mais les Russes vont souffrir énormément et nous aussi. On a déjà des retombées économiques, tout va être à repenser. Et c'est pour ça que Castex a bien fait d'employer le mot résilience, c'est que tout va être à repenser. Il faudra repenser l'Europe, la nation, l'éducation, l'éthos, la hiérarchie des valeurs morales, comment on va faire pour vivre ensemble, comment on va faire pour s'associer. Les Américains ont déjà perdu leur suprématie. Qui va prendre la nouvelle suprématie ou la nouvelle dictature? J'ai failli faire un lapsus là. Parce que la dictature aussi est possible. Donc tout va être à repenser. Et le mot la dictature possible, pas seulement en Russie? Ça vous dites? Mais oui, regardez le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Hitler a été élu démocratiquement. Ensuite, il y a eu un tour de passe-passe, il est devenu dictateur, mais c'est ce que font Bolsonaro, Erdogan en Turquie. Beaucoup de dictateurs ont été élus, même réélus. Alors, Poutine... C'est au centre de votre livre, hein. C'est au centre de ce livre, et on va en reparler. Alors, l'Ukraine, donc berceau de votre famille, de votre famille paternelle, aujourd'hui, donc quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, est-ce que vous sentez une appartenance au peuple ukrainien, Boris Cyrulnik? Je suis né en France et je ne me sens que français. Mais je découvre que j'ai des racines ukrainiennes, ce que j'ai ignoré pendant 60 ans, moi. Oh, pendant très longtemps. Très longtemps. On m'avait dit un jour, quelqu'un qui parlait russe m'avait dit, c'est un nom russe. Et puis Fedorovski m'a dit, mais c'est un nom banal à Kiev. Mais je ne le savais pas. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et donc, et la traduction de Cyrulnik, c'est Barbier. Ah non, c'est Grand Barbier. Grand Barbier. Grand médecin, grand professeur. Voilà, Grand Barbier. Grand Barbier, Grand Barbier. S'il vous plaît. Et ça compte, cette racine ukrainienne, ces racines ukrainiennes pour vous, depuis que vous savez que vous avez ces racines? Alors, j'aimerais bien... Et racines polonaises du côté de votre mère. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que c'est essentiel d'avoir des racines? Alors, voilà, c'est ça. Jusqu'à maintenant, j'ai connu une aventure humaine, familiale, amicale, intellectuelle, en ignorant mes racines. Et le fait d'ignorer mes racines me donnait une grande liberté. Si j'avais connu mes racines, j'aurais voulu m'inscrire dans une lignée. Tandis que là, ne connaissant pas, ignorant mes racines, je pouvais me rêver. Je pouvais envisager toutes les folies. Et j'ai rêvé une folie incroyable, faire médecine. Dans les conditions où j'étais, si j'avais été équilibré, jamais j'aurais tenté cette aventure. On n'aurait pas connu le Boris Cyrulnik qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça que vous voulez dire? Mais non, bien sûr. Si j'avais été équilibré, j'étais seul, sans famille, sans argent, d'une pauvreté incroyable, ne sachant pas d'où je venais. Si j'avais été équilibré, j'aurais vite appris un métier pour devenir indépendant. Et comme j'étais soumis à mes rêves, n'ayant pas de racines, j'étais soumis à mes rêves. C'est important, les rêves. C'est important, c'est ça qui nous dynamise. Et à ce moment-là, je me suis dit, pour comprendre la folie de la guerre, il faut que je devienne psychiatre, parce que bien sûr, en devenant psychiatre, j'expliquerai tout. Mais vous avez tout compris? Vous arrivez à tout expliquer, non? Rien compris. Rien compris. Et parce que vous dites qu'un enfant sans racines ne peut pas voler, qu'il faut avoir des racines et des ailes. Voilà, ça parle à un peuple juif, hein, c'est une expression qui parle, ça. Oui, alors quand on est équilibré, il faut avoir des racines et des ailes, c'est-à-dire pour donner sens à sa vie, des racines, d'où je viens, de quelle religion, de quel pays, de quelle langue,
et des ailes, quels sont mes rêves, quels sont les rêves possibles ou les rêves utopiques non réalisables. Moi, je n'avais pas de racine, donc j'étais totalement libre Mhm. de tenter une aventure folle. Et la plus grande folie, c'est que ça a marché. Mhm. Bien sûr. Et alors, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, Boris Cyrulnik, au cœur de votre réflexion, au cœur de ce livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, au cœur de vos livres, je crois vous avez écrit une trentaine de livres. Grand public, oui. Grand public. Les leçons que vous avez tirées de cette période peuvent-elles s'appliquer à la période que nous vivons, aux crises qui se succèdent, dont on a parlé, la crise sanitaire, mais surtout cette guerre en Ukraine? Oui, parce que c'est une attitude, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays maintenant qui enseignent la résilience. Les militaires ont une formation à la résilience, les pompiers aussi. Tous les gens qui se mettent en danger se forment à la résilience. Et la formation de résilience, elle est aussi très logique. Quels sont les facteurs de protection qu'on a acquis avant de se mettre à l'épreuve, avant de risquer un trauma? On a tous acquis des facteurs de protection et des facteurs de vulnérabilité. Ensuite, il y a la structure du trauma. Si c'est un trauma aigu, on affronte, on prend conscience, on affronte, on se solidarise. Si c'est un trauma chronique, on ne voit pas venir le trauma et on est beaucoup plus vulnérable. Et surtout, après le trauma, c'est-à-dire après le virus et j'espère après l'Ukraine, je ne sais pas quand, quels sont les facteurs de résilience? Ça va être le soutien affectif, amical, familial, culturel, et le sens. Notamment aux enfants. Notamment aux enfants, même pour nous aussi. On voit les gens qui sont traumatisés quand ils sont seuls, ils s'en sortent pas. Alors que s'ils sont entourés, pas tous, c'est jamais du 100%, mais c'est du beaucoup pour cent, ils s'en sortent. Et puis le deuxième facteur de protection après le trauma, c'est le sens. Et là, il nous faut des historiens, des politiciens, des philosophes pour comprendre ce qui nous est arrivé, pour donner sens à l'insensé. Alors vous parlez, pour distinguer les laboureurs et des mangeurs de vent, vous appuyez sur la théorie des trois niches sensorielles, affectives, verbales. Comment l'expliciter? Qui sont les mangeurs de vent? Qui sont les laboureurs? Alors, j'ai pris ce titre comme fable pour dire que le savoir du laboureur est différent du savoir du mangeur de vent. Le savoir du laboureur, c'est le praticien, c'est le paysan, c'est le pêcheur, c'est le clinicien qui est sur le terrain. Donc, c'est un laboureur. Et il sait des choses pratiques. Il sait que s'il n'y a pas de jachère, les grains de blé seront plus petits. Il sait que ce médicament qu'on nous vante merveilleusement dans les publicités, quand on le donne, il ne marche pas. Donc c'est un savoir, c'est la pifométrie si vous voulez, c'est un savoir du laboureur. Et puis il y a le savoir, et je considère que les scientifiques sont des laboureurs. Ils ont des hypothèses, ils confirment ou ils réfutent, ils changent d'hypothèse, ce qui est très mal vécu par la culture. On a entendu pour le virus, alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Accorder vos violons. Dites-nous, vous changez tout le temps d'idée. Ben oui. Oui, la science évolue. Voilà, la science en fonction évolue. des expériences, en fonction du vécu. Vous qui êtes scientifique, vous le savez. Voilà, j'étais surtout praticien et un peu scientifique. Beaucoup scientifique et beaucoup praticien. Mais voilà, exactement, le savoir scientifique évolue. Parce que la société, le climat évolue, donc forcément le savoir doit évoluer. Et puis il y a le savoir de ceux le pseudo-savoir de ceux qui sont coupés du réel. Ils croient savoir. En fait, ils sont soumis à une fable qu'ils acceptent sans la critiquer. Et ceux-là sont coupés du réel, donc c'est la définition du délire. Du délire, et c'est ce que vous appelez les sauveurs autoproclamés, donc quelque part les dictateurs. Mais voilà, les dictateurs, généralement les dictateurs sont autoproclamés, ils n'ont pas une formation, mais ils ont une conviction. Ils ont une conviction, le mal vient de l'étranger, du coloré, des juifs bien sûr, le mal vient de quelqu'un d'extérieur à nous. Donc ça solidarise le couple et ils prennent le pouvoir, on vote pour eux parce qu'ils ont un grand effet psychologique. Ils sécurisent. Ah, je sais enfin où est la vérité. C'est pas la vérité, c'est une escroquerie. Mais je sais ce qu'il faut faire. Ils solidarisent. Regardez comme Poutine vient de solidariser les Ukrainiens. Eh bien justement, je suppose que dans ces sauveurs autoproclamés, vous incluez Poutine. J'approuve Poutine. Vous incluez Poutine. Ah oui, non, j'avais mal entendu. J'avais fait un lapsus d'oreille qui m'avait un peu étonné. Là. Non, mais Poutine fait partie de ces gens-là qui ont la personnalité, la formation, la volonté, la force d'imposer leurs croyances. Ils imposent. Les Ukrainiens sont des nazis. Leurs grands-parents
étaient des nazis. Ah, parce que l'Ukraine, c'est la Shoah par balle, on le sait. Voilà, exact, voilà, c'était Babillard, un crime effrayant, 48 heures. Je crois me rappeler que c'était 30 ou 40 000. Entre 30 et 40 000, Zelensky a dit même 100 000, 30 et 40 000 juifs tués par balle. Vous vous rendez compte, tués les uns après les autres. Mais j'ai rencontré Christopher Browning quand il est venu à Paris, et il dit que les gens du 101e bataillon des gendarmes allemands étaient des hommes diplômés, docteurs en psycho, en philo. C'était des gens, c'était pas des débiles profonds. Et ils ont tué avec un revolver, je crois me rappeler, 30 000 aussi enfants, un par un. C'est assez... Comment c'est possible? Comment imaginer ça? Comment imaginer ça? C'est qu'ils se soumettent à une représentation coupée du réel. C'est la définition du délire. Mais ils ne sont pas psychotiques. C'est-à-dire qu'ils acceptent un récit qui les sécurise, et en se soumettant au récit sans le critiquer, sans liberté intérieure, ils sont capables de tuer des dizaines de milliers de personnes, une par une, d'une balle dans la tête, en souriant. Alors 77 ans, 80 ans après, Poutine, l'Ukraine, la Russie, de quoi Poutine est fait pour avoir déclenché un tel processus? Vous le disiez tout à l'heure, Hitler n'était pas fou, Poutine, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est paranoïaque? Qu'est-ce qu'il a? Alors, je me méfie un peu de ces étiquettes qui arrêtent la pensée. Quand on colle... Comment, je disais tout à l'heure, vous m'avez invité à dire tout à l'heure, la syphilis d'Hitler ne peut pas expliquer un phénomène mondial. Même je crois qu'il n'était pas syphilitique, mais même s'il avait été syphilitique... Ça n'explique pas ce qu'il a fait. Ça n'explique pas ce qu'il a fait, ça n'explique pas que tant de gens criminels, absurde ou intelligent, cultivé, l'Allemagne était quand même le pays le plus cultivé d'Occident. Vous l'écrivez dans le livre, hein, parmi les nazis, parmi les criminels, il y avait des intellectuels, il y avait des professeurs, il y avait des médecins, il n'y avait pas que des fous. Il y avait plutôt moins de fous que dans les hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire que ces gens étaient plutôt plus normaux que dans les hôpitaux psychiatriques, si on peut employer ce mot. Donc Poutine, donc fou, vous dites non. Paranoïaque, c'est possible? Alors il peut avoir une personne... Vous êtes psychiatre, vous connaissez voilà. ces notions. Voilà. Alors c'est pour ça aussi que je me méfie de leur emploi abusif. Psychose paranoïaque, probablement pas. Personnalité paranoïaque, peut-être oui, mais la personnalité paranoïaque, c'est un trait de caractère, c'est-à-dire rigide, sûr de lui. Alors ça, je crois qu'on peut l'admettre. Mais je crois que beaucoup d'hommes politiques sont comme ça, sinon ils ne seraient pas un personnage politique. Beaucoup de politiques sont paranoïaques? Ils ne sont pas paranoïaques au sens psychotique du terme, mais ils ont des convictions, sinon on ne fait pas de politique. Moi, je serais incapable de faire de la politique. Pourquoi? Parce que si vous avez des bons arguments, je vais changer d'avis. Vous réfléchissez à ce qu'on vous dit. Et vous dites aussi qu'aucune armée n'a gagné une guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça veut dire que Poutine a déjà perdu? Mais oui, j'espère, je pense qu'il a déjà perdu. Il va probablement gagner militairement. Et qu'est-ce qui va se passer? Son armée va se transformer en armée d'occupation. Et qu'est-ce qui se passe? Il va provoquer la haine, la résistance. Les Ukrainiens vont être financés. On va leur envoyer beaucoup d'argent, beaucoup d'armes. Et il va y avoir, sans arrêt, il va y avoir une usure des Russes, de l'armée russe et des Russes. Et ils vont perdre à l'usure. Alors, puisque cela fait partie de votre réflexion dans ce livre, Boris Cyrulnik, comment devient-on un Joseph Mengele, vous parlez de lui, un Rudolf Hess, c'était le directeur, le directeur d'Auschwitz, je ne sais pas si on dit directeur, en tout cas c'était celui qui dirigeait Auschwitz, plutôt qu'un Sigmund Freud, dont vous parlez aussi, un Theodor Herzl, ou un Stefan Zweig, ou une Hannah Arendt, parce que vous faites beaucoup, à de nombreuses reprises, allusion à Hannah Arendt dans ce livre. Mais oui, je la fréquente beaucoup ces derniers temps. Je la lis beaucoup, je comprends pas tout, mais quand je comprends, je trouve ça extraordinaire. Et on reparlera d'Hannah Arendt plus particulièrement. Mais alors comment on devient un barbare et comment? Alors, moi j'aurais pas dit barbare, parce que il y a deux manières de se soumettre à un récit coupé des racines, un délire logique, pas psychotique. Ou bien on a eu une carence affective précoce, un isolement sensoriel précoce. Et vous rappelez d'ailleurs l'enfance de Mengele, Hess ou d'autres d'ailleurs, ou Pol Pot, ainsi de suite. Voilà, c'est ça, Pol Pot. Alors l'exemple. Et vous parlez de leurs enfants aussi, hein. Voilà.
L'exemple le plus démonstratif de l'idée que je vais vous proposer, c'est Mohamed Merah. Il rate tout. Il rate les 1000 premiers jours, il est tout seul. Il rate l'école, il est mauvais. Il rate le quartier, il sait pas se battre, il n'a pas de copains. Il veut s'engager dans l'armée française, il n'est pas pris parce qu'il est trop mauvais. Il rate tout. C'est une proie pour un gourou qui lui dit « je vais te dire où est la vérité, il suffit que tu fasses une petite prière facile à faire et que tu ailles tuer des enfants ou même des musulmans qui sont des collaborateurs puisqu'ils vont protéger ces enfants. » Et ce pauvre type enfin a un cadre et il se soumet à un cadre, un récit sans racines. Qu'est-ce que ces enfants avaient commis comme crime à Toulouse ? Être juif. Rien, être juif. Et Mohamed Merah tue ses enfants en souriant et se fait tuer en souriant. Parce que vous évoquez aussi le plaisir du mangeur de vent, c'est dit à Merah, à se fondre dans l'euphorie d'une foule servile. Voilà. Et alors ensuite, ça déclenche un processus culturel. Alors Mengele était sympathique. Mengele a une enfance sympathique, bon élève, beaucoup de copains, Croix-Rouge, enfin la Croix-Rouge autrichienne, généreux, voyageant, cultivé. Et tout ce que j'ai pu lire sur Mengele, j'ai même connu un médecin qui était radiologue de Mengele et qui en disait le plus grand bien. Mais Papon était sympathique, il avait beaucoup d'amis, il était cultivé. Donc on ne peut pas l'expliquer ça par le mot barbare. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Ça, c'est oui, parce que pour Mengele, Rudolf Höss ou Adolf Eichmann, vous dites ils ont aimé accomplir leur, entre guillemets, travail d'extermination. Est-ce qu'il y a une explication neurologique derrière ? Alors, il y a une explication neurologique. L'exemple de Mohamed Merah, l'exemple de Mohamed Merah, c'est il y a une carence sensorielle précoce qui fait que son cerveau dysfonctionne. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on sait qu'un enfant privé de sensorialité, privé d'altérité, atrophie certaines zones cérébrales. Déjà dans les 1000 premiers jours. Dans les 1000 premiers jours, avant la parole. On le photographie, on le dose, c'est très facile à défendre. Mais il y a une autre manière de commettre des crimes en souriant, c'est quand on est cultivé, quand on est bien élevé, c'est de se soumettre à une représentation qu'on ne critique pas. Mengele, bien élevé, se soumet. Rudolf Höss, enfant craintif, admiratif de son père, désireux d'obéir, devient directeur du camp d'Auschwitz. Et il écrit dans le livre de Goldenson, le psychiatre qui avait fait les expertises de Nuremberg, il y a une photo, dans l'édition anglaise, il y a une photo de la maison à l'entrée du camp. Ces enfants jouaient aux déportés, ils jouaient comme font tous les enfants en période de guerre, et lui disait « je m'entendais bien avec ma femme, mais j'avais un travail bien difficile. Faire partir 10 000 corps de juifs en fumée tous les jours. C'était très difficile, vous savez. Donc ça veut dire que Mohamed Merah a une dysfonction cérébrale, Rudolf Höss ou Mengele n'ont pas de dysfonction cérébrale, mais ils sont pris dans un discours collectif qu'ils acceptent sans critique. Qui conduit au crime de masse. Et vous rappelez d'ailleurs, crime de masse, que dès 1348 et l'épidémie de peste noire qui frappe à Toulouse, il y a déjà l'ombre du complot juif. Et donc c'est ainsi, 1348, que l'on se laisse entraîner dans un crime de masse. Voilà, alors je prends l'exemple des pestes, des siècles des pestes, parce qu'il y a eu plusieurs siècles de peste, et notamment la peste de 1348 qui est partie de Marseille, comme la peste de 1720, parce que c'est un port. C'est un port. Donc les rats et les puces et les bacilles de la peste arrivaient. Et puis les commerçants ne respectaient pas la quarantaine, comme on l'a vu récemment. Et en ne respectant pas la quarantaine, ils transmettaient le bacille de la peste. Et à Toulouse, on a quelqu'un arrive qui dit « j'ai l'explication ». Alors il y avait deux explications. L'explication qui venait des astres. Donc Toulouse 1348, pas Toulouse 2012. Toulouse 1348. Voilà, c'est ça. Et oui, un Européen sur deux est mort en 2 ans. C'était un massacre énorme. L'explication qui venait du ciel, c'est Dieu qui nous punit, j'ai vu des astres avec des miasmes, et l'explication qui venait de la terre, j'ai vu des juifs mettre de la poudre dans l'eau, et vous avez remarqué que quelques jours après, il y avait des morts. Et ça, on l'a cru.
On acceptait ce discours sans aucune preuve. Et ça a traversé les siècles. Et ça avait commencé avant, mais alors là, tous les juifs de Toulouse ont été brûlés vivants. Ensuite, la peste est arrivée à Ulm, en Allemagne. Les juifs de Ulm ont été brûlés vivants. Et quand il n'y a plus eu de juifs à brûler, on a commencé à dire que c'était les femmes sorcières qui avaient empoisonné l'eau, et on a commencé à brûler des femmes. Alors voilà exactement le discours où des gens pas plus bêtes que moi se soumettent à un récit sans critique. On me dit la vérité, c'est le contraire de Mohamed Merah. Mohamed Merah ne peut pas contrôler ses pulsions. Il passe à l'acte, c'est une proie pour un gourou. Et là, c'est le contraire. Il y a un récit, je sais d'où vient le mal, c'est les Juifs, on a une solution, on se sent mieux, on est solidarisé, on brûle les Juifs en souriant. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre la cancel culture, une démarche, expliquez-vous, psychologique millénaire. Et vous écrivez dans la Rome antique, on ne disait pas cancel culture, mais damnatio memoriae, damnation de la mémoire, qui consiste à effacer de tout récit le personnage ou l'événement dont on ne veut plus entendre parler. Et donc ça débouche sur quoi la cancel culture? C'est un symptôme de désir totalitaire. Je veux qu'il n'y ait qu'un récit, le mien. Ça ne veut pas dire qu'ils aient tort. La traite des Noirs, c'était quand même un immense crime contre l'humanité. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient tort. Mais si on veut faire taire les traces, les archives, les gens qui ont participé à ce crime, on efface le passé. Il n'y a qu'un seul récit, celui du chef. C'est une preuve de régime, de tentative totalitaire. Donc, vous constatez aussi qu'à tous ces cancelaires, donc issus de la cancel culture, qui veulent effacer la mémoire, s'opposent ceux qui pétrifient le passé. Alors là, Et là, vous faites une allusion au devoir de mémoire et à Auschwitz. Alors là, je vais me faire des ennemis, parce que je préside le prix de l'histoire de la Shoah, le prix Corin, et j'ai proposé qu'on remplace l'expression devoir de mémoire par travail de mémoire. C'est-à-dire que il n'y a pas, pour moi, la commémoration, c'est une pétrification. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des monuments, on dit toujours les mêmes mots, c'est une pétrification. Et moi, je veux travailler la mémoire, c'est-à-dire faire évoluer ce que vous avez dit tout à l'heure, faire évoluer le savoir. Donc il y a un travail de mémoire, une enquête avec nos erreurs de mémoire aussi, les erreurs des autres, et à ce moment-là, les enquêtes seront fertiles et probablement vont faire une évolution. On va découvrir des choses nouvelles. Pourquoi Mengele était-il si poli et si gentil avec les enfants qu'il torturait? Et c'était pas un sadique. C'est un mystère, ça. Comment expliquer ça? Travail de mémoire, il faut qu'on trouve des archives, il faut qu'on trouve des témoins pour comprendre ce mystère. Et donc, la commémoration est une pétrification, et je pense qu'il faut changer le terme et proposer le travail. Parce que vous écrivez, quand la Shoah fait de la mémoire un devoir, elle la transforme en récitation désaffectée, comme si l'on demandait aux visiteurs d'Auschwitz de passer un questionnaire à choix multiples. Mais oui. Et vous citez, et vous allez en parler, vous rappelez qu'un jeune sur 4 n'a jamais entendu parler des camps d'extermination et ne s'en trouve pas plus mal. Un jeune sur 4 en sort bouleversé, et vous dites d'autres choses. Allez-y. Alors effectivement, je pense que certains jeunes étaient déjà au courant, et quand ils vont à Auschwitz, certains même font des cauchemars. C'est-à-dire, c'est un petit trauma. Le simple fait de voir, moi, j'ai pas voulu aller à Auschwitz, mais j'ai été à Yad Vashem, à Jérusalem, et j'ai été bouleversé, alors que je le savais. Mais il y a plusieurs manières de savoir. Il y a le savoir sensoriel, l'éprouver, et le savoir intellectuel, une représentation sans émotion. C'est pour ça que je critique la notion de devoir de mémoire. Ça peut être une représentation désaffectée, sans affectivité. Alors que le travail de la mémoire, ces gosses-là sont émus. Beaucoup font les pitres en même temps ou pensent à autre chose, ça leur parle pas. Et d'ailleurs, vous dites, c'est pour ça que je suis jamais allé à Auschwitz, que vous n'êtes jamais allé à Auschwitz. Non. Où sont morts vos parents? Oui. Où ont été exterminés vos parents? Mes parents, leur tombe est sur le mur du mémorial de la Shoah. Pour moi, leur tombe, il n'y a pas de tombe à Auschwitz. Leur tombe, c'est le mémorial de la Shoah qui leur a offert. C'est là qu'est leur nom.
C'est pour ça qu'il faut absolument remplacer et éviter les commémorations pétrifiées sans affectivité. Oui. Et donc, vous parlez aussi du cas Jean Genet. Et j'aimerais que vous en parliez. Et sa délectation d'effrayer au nom d'une défense imaginaire. Jean Genet, l'ami de Sartre. Alors, Jean Genet, lui, faisait partie des troubles proches expliqués par probablement les altérations cérébrales. La privation sensorielle de Jean Genet, qui est probable, il a été abandonné, il a probablement été isolé très longtemps, et quand on l'a confié à une famille d'accueil, il s'est pas senti chez lui, toute sa vie, il s'est pas senti chez lui. Et Jean Genet disait, il faut voler ceux qui vous aiment. Et pourquoi? Parce que ça voulait dire « je ne mérite pas d'être aimé ». Et quand Jean-Paul Sartre lui a dressé un piédestal, il a agressé, il a rompu avec Jean-Paul Sartre parce qu'il était angoissé par cette déclaration d'estime de Jean-Paul Sartre. Et vous écrivez, il est attiré par tous les persécutés de la Terre, à condition qu'ils soient beaux et dangereux, comme les Algériens du FLN, les Black Panthers américains, la bande Abadère en Allemagne, les sectes japonaises et les Palestiniens. Et vous écrivez aussi, quand il a vu défiler les miliciens nazis, il a eu envie donc de s'engager près d'eux parce qu'il terrorisait la population. C'est un sale type. Mais c'était pas un type très fréquentable. Ouais. C'est Jean-Paul Sartre en a fait une vedette. Il écrivait très bien. Ça intéressait beaucoup de gens. Il avait un talent des mots, mais c'était pas un type très fréquentable. Alors, pour revenir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous rappelez donc que dans la population des persécuteurs, on trouve de grands intellectuels, des psychopathes, des délinquants et un grand nombre d'hommes ordinaires. Et vous reprenez donc l'expression d'Hannah Arendt, que vous citez beaucoup dans ce livre, quand elle décrit la banalité du mal. C'est quoi la banalité du mal, Boris Cyrulnik ? Alors, elle a été très critiquée pour cette expression, et pourtant cette expression me paraît pertinente. Mmh. Eichmann a commis un crime monstrueux, incroyable. Donc l'explication par la causalité linéaire, comme Descartes nous a appris à le faire, et qui est à l'origine de la démarche scientifique, ne s'applique pas dans ce cas. Eichmann a commis un crime incroyable, des centaines de milliers de gens qui ont été condamnés à mort avec un stylo. C'était un petit fonctionnaire. Il signait la condamnation à mort de millions, de centaines de milliers de gens innocents. Alors ça veut dire que cette manière de critiquer, il fallait que Eichmann soit un monstre pour avoir fait un acte monstrueux. Or, c'est pas ça du tout. Il a commis un acte monstrueux parce que c'était un petit fonctionnaire, et comme il dit lui-même, il répond au juge, mon seul langage est un langage administratif. La banalité du mal. La banalité du mal. Et même Hannah Arendt raconte que quand il est jugé, il est dans sa cage de verre parce qu'on a peur d'un attentat, et il prend des notes, il continue à faire son petit travail, il prend des notes pour se défendre, comme il a pris des notes pour condamner à mort des centaines de milliers de personnes. Et vous dites aussi, face aux crises, nous ne sommes pas tous égaux. Quels sont les facteurs qui peuvent, ou pas, nous aider à les affronter, ces crises ? Alors voilà, là on retombe dans la résilience, c'est-à-dire que face aux crises, alors Freud l'écrit clairement, il parle de l'étonnante inégalité des traumatismes. Il y a des gens qui sont ravagés pour la mort du petit chat, et d'autres qui traversent des épreuves incroyables. Ils souffrent et ils s'en remettent très bien. Et d'ailleurs, c'est votre expérience, Boris Cyrulnik, votre parcours, cette enfance, qui peut-être quelque part a été... Si, je ne sais pas si elle a été oubliée, en tout cas, au fond de votre esprit, elle revient régulièrement, et elle revient encore plus aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais alors, je ne sais pas si c'est mon cas, mais je propose le schéma de raisonnement que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des raisonnements écosystémiques. C'est pas des raisonnements linéaires. Mmh. Une cause provoque un effet. Ça, c'est bien dans un laboratoire, mais pas sur le terrain. Mmh. Le laboureur, lui, il a besoin de raisonnements écosystémiques. C'est plutôt Spinoza que Descartes. Or, effectivement, avant, certains parmi nous ont acquis des facteurs de protection, ils vont souffrir, mais ils vont surmonter. D'autres ont acquis avant des facteurs de vulnérabilité, dans la même situation, ils vont souffrir 10 fois plus et ne vont pas surmonter. C'est le cas des enfants cachés.
Alors, parmi les enfants cachés, c'est très inégal aussi. Il y a des enfants cachés qui ont été heureux pendant la guerre. C'est scandaleux de dire ça. Mais ils étaient chez des paysans qu'ils aimaient bien, ils n'ont pas vu la guerre, on les a protégés, et ils ont traversé la guerre. Je connais des gens qui sont des grands médecins, qui me disent « mais j'ai jamais été aussi heureux que pendant la guerre. J'allais pas à l'école, j'étais avec des paysans juste très gentils, j'étais très heureux. » Et ceux-là même, ils donnent des coups de pied à leur mère. Quand elle vient, la mère, après la guerre, vient les chercher. Parce que la mère vient les arracher au bonheur. Beaucoup d'enfants cachés, dont je fais partie, beaucoup d'enfants cachés ont vécu des mois ou des années de persécution. Alors, moi, j'ai pas été à l'école. D'autres pouvaient aller à l'école sous un faux nom. Et éventuellement même dans des écoles catholiques. Et même dans des écoles pétainistes, parfois. Donc, ce qui veut dire que c'est pas le bien contre le mal. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a eu des pétainistes qui ont protégé les enfants. Alors que d'autres, au contraire, étaient ravis de les mettre à mort. Mengele pouvait torturer une petite fille sans aucun sentiment de culpabilité. Et alors, ça nous renvoie à la période d'aujourd'hui. Je vous cite, « Quand pendant la guerre, un non-juif cousait sur sa poitrine une étoile jaune avec l'inscription Auvergnat à la place de juif, il signifiait qu'il prenait la défense des juifs et s'opposait à la Gestapo. Il était battu, emprisonné, parfois déporté, parfois il en est mort. Aujourd'hui, quand un groupe est victime d'injustice, il dit qu'il est victime d'apartheid. Quand un pharmacien ou médecin a vacciné pendant le Covid, il lui est arrivé d'être traité de collabo. Un manifestant coud une étoile de David en écrivant dessus Antipas. Il signifiait que pour lui, le gouvernement est un équivalent de Gestapo et que lui, le manifestant, est aussi cruellement puni qu'un juif en 1942. Vous parlez d'une indécente démesure et vous posez la question, Boris Cyrulnik, pourquoi se dire persécuté alors qu'on a le droit de ne pas être d'accord? Et puis, qu'est-ce que ça dit? Donc, vous direz ce que vous répondez à cette question. Et qu'est-ce que ça dit de l'état de la France d'aujourd'hui, de 2022? Alors, ça dit que quand on veut prendre le pouvoir, on se dit persécuté. Parce que ça légitime sa violence. Je suis en légitime défense, donc je peux agresser. Et Hitler se disait persécuté par les Juifs. Le complot juif. C'est les Juifs qui ont commencé. Donc, et Poutine se dit persécuté par les Ukrainiens. Et voilà. Donc ça légitime sa violence. Je n'ai fait que me défendre, je bombarde les Ukrainiens, j'élimine les Juifs de la planète, et il y aura 1000 ans de bonheur après, parce que tout sera réglé. Donc ça veut dire que se dire persécuté, se dire victime à vie, faire une carrière de victime, c'est une manière de légitimer son désir de violence. Carrière de victime. Oui. Après la guerre, on me proposait une carrière de victime. On me disait, on va t'orienter sur un petit métier, et puis tais-toi, ne parle plus de ça. Et le métier, c'était ouvrier agricole, ou c'était une aide, même pas d'aide sociale, parce que je touchais pas de bourse. J'ai touché une bourse quand j'étais interne, c'est-à-dire à la fin des études. Donc ça veut dire notre culture propose des carrières de victimes, et qu'on voit, grâce à la théorie de la résilience, on voit que maintenant, quand quelqu'un est victime, parce que ça existe, c'est un terme juridique, quand quelqu'un est victime, il dit « je reconnais que j'ai été victime et j'ai pas envie de faire un destin de victime ». Et vous écrivez aussi que pour tenter l'aventure humaine, il est nécessaire d'acquérir une confiance en soi, Boris Cyrulnik, un besoin, écrivez-vous, qui a été utilisé par tous les régimes totalitaires, c'est-à-dire les régimes totalitaires, on ne peut pas vivre seul. Seul, sans altérité, on ne se développe pas. On a été soumis à notre mère quand on était petit, et c'est cette soumission affective à notre mère qui nous a permis de nous développer. Mais en vieillissant, il y a des mécanismes d'autonomie. Il y a l'âge du non, au début de la 3e année, puis surtout il y a l'adolescence, où on peut quitter ses parents, si possible, sans trop de conflits. Mais ça veut dire que les régimes totalitaires utilisent cette empreinte dans la mémoire, le bonheur de la soumission, sécurisante. Si je fais ce que m'a dit ma mère, mon père, je ne serai pas puni. Si je fais ce que me dit le dictateur, je suis sûr d'avoir une promotion et d'être dans le bon chemin. Donc tous les dictateurs, les gourous,
utilise aussi ce désir de soumission qu'ont les gens quand ils se sentent vulnérables. Alors justement, vous parlez de soumission, et vous parlez aussi de soumission, notamment de soumission à l'autorité dans ce livre, moins d'un mois de la présidentielle. Est-ce que nous nous trouvons dans une période qui favorise cette soumission à l'autorité ? Alors voilà, ou bien, comme je proposais tout à l'heure, ou bien on remet en place ce qui a provoqué l'épidémie et on va rentrer dans le siècle des épidémies, comme il y a eu les siècles des pestes, ou bien, quand il y a une désorganisation sociale, on va voter pour un sauveur qui, lui, sait où est la vérité, sait d'où vient le mal, et dans ce cas-là, on va élire un dictateur. Ou bien ce qui s'est passé après l'épidémie de peste de 1348, comme après l'épidémie de 1720, comme après de nombreuses catastrophes, la guerre de 40, on entre dans une renaissance, réorganisation sociale. Et ça, la renaissance, c'est ce que j'espère pour les années qui viennent. Et d'ailleurs, cette soumission à l'autorité peut varier en fonction de la personnalité et du vécu de chacun. Vous dites, il m'est arrivé, comme beaucoup de médecins varois, de recevoir une lettre d'un homme politique qui, estimant qu'il y avait trop d'arrêts de travail, nous demandait d'envoyer un double du certificat avec la motivation médicale, en gros de faire de la délation. La plupart des médecins indignés voulaient descendre dans la rue pour manifester. J'ai fait partie de ceux qui ont lu la lettre, l'ont soigneusement rangée dans la poubelle et n'ont rien changé à leurs habitudes. C'est quelque part une leçon de la guerre pour vous, une leçon de la Shoah. Probablement. Il y a des médecins qui ont cédé. Il y a des médecins qui ont envoyé des doubles, mais pas beaucoup, très peu. La plupart des médecins étaient indignés. Et moi, j'ai réagi comme pendant la guerre, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, il dit ce qu'il veut, je ferai ce que je veux. Et donc là, vous prenez exemple sur les justes. Et c'est un autre passage de votre livre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des villages entiers ne se sont pas soumis à la doxa antisémite qui gouvernait la France de Vichy. Des populations de plusieurs milliers d'habitants ont logé, nourri et protégé des milliers de juifs qui fuyaient les persécutions nazies. Les habitants du Chambon-sur-Ligné, que vous citez en Haute-Loire, de Dieulefit dans la Drôme, ou de Moissac dans le Tarn n'ont pas dénoncé un seul juif, alors qu'à Paris ou dans les grandes villes, la dénonciation était une vertu qui allait purifier la France. Et alors quand je lis ce passage, je me dis quand même, Moissac que vous citez, donc qui est ville juste de France, a élu 77 ans après la Shoah, un certain Romano Prez, un maire d'extrême droite, négationniste, antisémite, révisionniste, soralien, dieudoniste, et qui a apporté, il y a quelques jours, son soutien à Éric Zemmour. C'est fou. Alors, les enfants ne sont pas pénalisables et ne sont pas responsables du crime de leurs parents. Et à l'inverse, à l'époque de la guerre, Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Moissac et d'autres villes ont été généreuses. Tout le monde savait qu'il y avait des enfants juifs cachés dans le village. Il n'y a pas eu une seule dénonciation. Et d'ailleurs, vous écrivez, pas une seule dénonciation, y compris de la part des enfants. Voilà. Il n'y a eu aucune dénonciation. Tout le monde a respecté la vie de ces enfants qui, forcément, étaient innocents. Mais les enfants de ces grands-parents, eux, peut-être qu'ils sont séduits par Zemmour ou par Solal. Soral. Pardon, par C'est pas le Solal de Bercogne. Non, oui. Soral. Ils sont séduits parce que probablement ces gens sont anxieux et on leur donne on les leurre, on les escroque en leur disant voilà, votez pour moi. C'est ce que fait Zemmour. Zemmour, justement, qui se revendique donc comme juif de Herbert, c'est lui qui emploie cette expression, qui mène une campagne autour de thèmes racistes, la théorie du grand remplacement, qui réhabilite Pétain en expliquant qu'il a sauvé les juifs français, qui nie l'appartenance à la France des enfants juifs assassinés par Meral et Kol Torah de Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël, qui remet en cause le discours du Veldiv de Jacques Chirac, ou même l'innocence du capitaine Dreyfus. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça inspire aux psychiatres que vous êtes ? C'est-à-dire qu'il veut échapper à son passé. À ce qu'il est ? Il veut échapper à ce qu'il est. C'est la négation de son identité de juif ? Non, je suis convaincu qu'il se croit juif. Il paraît qu'il est croyant, je suis convaincu qu'il se croit juif. Mais il veut donner une image de juif costaud, de juif d'extrême droite, très proche de l'image des nazis. Et très proche de l'image des nazis ? Mais oui. Ouais. Je suis Pour fort. le grand rabbin de France, Raïm Korsi, a dit
Zemmour est antisémite et raciste. Vous dites la même chose? Qui est Chaim Korsia, le grand rabbin de France. Zemmour était antisémite. Vous dites la même chose? Je crois que... Non, je dirais... Ou Yannick Jadot ici disait « il fait le juif de service pour les antisémites ». Oui, c'est des formules que je partage pas, ça. Je pense que je l'ai rencontré, il m'a invité à une de ses émissions, je savais pas qui c'était. Et j'ai eu, quand la première phrase, c'était pour La vie t'appelle, où je raconte... Donc il y a 10 ans. Voilà. Et la première phrase qu'il m'a dit, c'est « Monsieur Cyrulnik, c'est pas la peine de parler de tout ça, ça fait 70 ans qu'Hitler est mort ». Ah oui, donc à l'époque déjà, et aujourd'hui il dit pareil, ça fait 75 ans, ou 77 ans, il faut passer à autre chose. Voilà. Donc, et on n'avait pas l'habitude d'entendre ça de la part d'un juif, on attendait ça de la part des antisémites, des révisionnistes et des négationnistes. Voilà. Ben, c'est une forme de négationnisme, il a beau dire qu'il n'est pas négationniste, moi quand il m'a interrogé, c'était sur Paris Première, il a clairement dit que c'est Nolo qui a clairement dit votre éditrice doit gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire c'est la Shoah business. Eh ben, dans son livre, il a écrit, Nolo, un dialogue avec Soral, où il parle de Shoah business. Voilà. Donc c'est la Shoah. Alors moi, ça me fait moyennement plaisir, ça, de dire que ma famille a disparu, que j'ai eu une enfance fracassée, que je suis pas le seul dans ce cas et que tout le monde a été toute ma famille a été dans ce cas, et que on a été dans ce cas pour gagner de l'argent. Il l'a dit. Nolo l'a dit. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, le rescapé de la Shoah, le fils de parents exterminés par les nazis, de constater qu'un juif aujourd'hui défend ses thèses? Mais Hannah Arendt a été critiquée quand elle a dit qu'il y avait des juifs dans la Gestapo. C'est un gestapiste, Zemmour? C'est un équivalent. Équivalent de? C'est un équivalent de gestapiste, puisque pendant la guerre, Roman Polanski dit aussi que dans le ghetto de Varsovie, il y avait des juifs qui participaient à la police juive de la Gestapo. Donc je pense que ça fait partie d'une extrême minorité de juifs qui veulent se soumettre au chef. Se soumettre au chef, équivalent de la Gestapo, vous dites? Équivalent de la Gestapo, équivalent de ce qui se passe actuellement quand on donne le pouvoir à un dictateur. Et alors en conclusion, Boris Cyrulnik, et c'est aussi la conclusion de votre livre, en quoi penser par soi-même est essentiel? Alors ça, c'est le problème de l'école et de la culture. Notre école est fondée sur la récitation. Et je pense qu'il faut fonder l'école sur la réflexion, la critique, le débat. Il faut faire du débat une valeur culturelle. Le cinéma, le roman, la littérature le font. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une démocratie de cinéma, sinon on va avoir le cinéma engagé de Leni Riefenstahl ou le cinéma du cuirassé Potemkin. Donc nazi et Staline. Alors voilà, c'est ça. Et donc il faut que les enfants apprennent à penser par eux-mêmes. C'est une expression maladroite, penser par soi-même, parce seul on pense jamais. Il faut des autres. En tout cas, réfléchir. Pour réfléchir, voilà, c'est ça, pour évaluer, pour juger. Et je pense que ça, c'est la fonction de l'école et de la culture, mettre plein de films, plein de romans, plein d'essais. Et beaucoup lire. Vous dites qu'il faut lire. Des romans. Il faut lire des romans, voyager, rencontrer. Il faut aller dans les pays étrangers pour voir qu'il y a d'autres manières, d'autres religions pour penser la condition humaine. Et là, on pourra s'opposer au régime totalitaire. Merci. Alors avant de conclure, je rappelle, Boris Cyrulnik, que votre dernier livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, est publié chez Odile Jacob. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, comme à chaque fois. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci de m'avoir invité.